Et donc bienvenue pour cette rencontre dans le cadre de ce nouveau rendez-vous qu'on vous propose en partenariat avec l'ACID et qu'on appelle donc tout simplement Week-end ACID. L'idée étant de vous proposer à trois moments de l'année sur la saison, donc 3 week-ends ACID. C'est le premier, donc avec Fabiani Deschamps à mes côtés et Régis Soder à ses côtés. D'abord un petit mot peut-être sur l'ACID et puis vous me corrigez ou vous rajoutez l'ACID qui est une association qui donc c'est Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, une association qui réunit des cinéastes qui se soutiennent les uns les autres, donc sous le principe de parrain, marraine, qui soutiennent un film, un cinéaste, et donc qui vont l'accompagner. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui nous avons donc deux invités, Fabiani Deschamps et donc son parrain Régis Soder c'est pour Isola, c'est ça, hein, c'est Isola que tu as soutenu. Et alors si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Donc sachant quand même que l'ACID, et nous ce qui nous intéressait dans ce partenariat avec l'ACID, c'est que c'est vraiment un vivier du cinéma dans tout ce qu'il a de plus innovant aujourd'hui, dans ses formes, dans ses recherches, dans sa variété. C'est vraiment là qu'on trouve le cinéma le plus neuf. Et un lieu tel que la Cinémathèque, qui est un lieu de mémoire et d'histoire, ouvrir une fenêtre aussi sur le cinéma qui est toujours en construction et dans le renouvellement, ça nous paraissait complètement évident. Et donc voilà, je remercie l'ACID d'avoir accepté ce partenariat et puis vous-même, vous deux, de nous accompagner sur ce week-end. Alors juste très vite, peut-être je dis deux mots sur votre cinéma, mais on va y venir plus largement, et puis je vous laisse la parole. Donc Régis, on a montré tout à l'heure Être là. Donc Régis, tu es dans un cinéma documentaire, donc vraiment un rapport au réel auquel tu te coltines. Donc il y avait Être là, qui est dans le milieu soignant au Baumette, donc dans le milieu carcéral. Il y avait Nous, Princesse de Clèves, où tu as suivi toute une classe l'année du bac, donc dans un lycée de banlieue à Marseille, dans les quartiers noirs de Marseille. Et Fabiani, donc que ce soit Isola ou que ce soit New Territories qu'on va voir tout à l'heure, ton film précédent, toi pour le coup tu es davantage dans la fiction. Ton cinéma flirte vraiment très fortement avec le fantastique, mais tout en en partant d'une base qui est celle du réel, de capter aussi le réel. Et même tu disais hier soir un réel perturbé, ce que je trouvais très beau. Alors, je ne sais pas lequel des deux commencera, mais ma première question, c'est du coup de ces deux formes de cinéma qui paraissent complètement à l'opposé, et en même temps de vous avoir tous les deux réunis là avec nous ce soir. Donc c'est Régis, pourquoi, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a interpellé donc dans Isola et dans le cinéma de Fabiani, et Fabiani qui toi a aussi soutenu Être là, du coup qu'est-ce qui t'a interpellé dans le cinéma de Régis? Alors je ne sais pas lequel des deux commence. Moi je veux bien commencer. C'est intéressant de se retrouver dans une cinémathèque et de se dire que l'ACID cette année fête ses 25 ans et qu'il y a déjà presque une notion de patrimoine dans l'ACID et dans les films qui ont été soutenus, puisque au titre des gens qui ont été soutenus, il y a des gens qui ont commencé, qui aujourd'hui ont une carrière derrière eux, comme Alain Guiraudy ou Lucas Belvaux, où il y a déjà cette notion presque de patrimoine dans le catalogue de l'ACID.
et qui est renouvelé chaque année avec des premiers films et des films de cinéastes qui ont déjà une filmographie derrière eux. Et je crois que le point commun de peut-être nos cinématographies et puis des films de cinéastes qu'on croise à l'ACID, c'est la question de la recherche dans la forme. Et je crois que l'espace documentaire, c'est un espace de recherche fort parce qu'il est plus libre, parce qu'il coûte moins cher, et donc un espace aussi de réflexion sur le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma documentaire, au sens noble du terme, c'est un espace de liberté où on peut jouer avec les formes et avec la narration et avec... Et moi, quand j'ai découvert Isola l'an dernier, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de voir à quel point dans le cinéma de Fabiani, il y avait cette dimension de recherche où, à travers la fiction, on offrait aussi une possibilité pour le spectateur d'accueillir des images qui sont des images documentaires et qu'on voit tout à fait différemment parce que justement elles sont conservées dans une sorte d'écrin de fiction qui permet de les voir autrement. C'est-à-dire que ces images de ces réfugiés qui arrivent sur l'île de Lampedusa, c'est des images qu'on voit beaucoup et qui en même temps s'effacent. C'est-à-dire qu'on ne voit plus ces images parce qu'on est confronté à ce flot d'images et on n'arrive plus à distinguer finalement ce qui peut nous toucher dans ces images-là, tellement ce flot incessant de ces images ne fait plus sens. Et dans Isola, justement, Fabiani arrive de façon, moi je trouve, très, très maîtrisée, à renouveler notre regard sur ces images. Et c'est la dimension de la recherche entre la possibilité justement de la fiction d'offrir un regard sur l'espace du réel qui, moi, m'a beaucoup touché. Donc il y a des correspondances sur d'abord de forme et aussi d'engagement politique dans le cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire que le cinéma? C'est aussi offrir la possibilité de regarder le milieu carcéral et de s'intéresser à la question de l'altérité dans être là. C'est-à-dire que c'est vraiment comment à un moment on peut faire une place à cette folie qui nous est tous propre. Et dans le cinéma de Fabiani, c'est aussi cette question de place qui se joue. Et donc je crois que en tout cas moi, c'est un pont très facilement que j'arrive à tendre entre nos deux façons de faire des films, parce que c'est aussi au sens noble du terme, une façon assez artisanale de fabriquer des films avec des équipes réduites, et c'est peut-être en ça qu'il y a une liberté de forme, c'est que justement il y a moins de contraintes financières et d'équipes, et c'est parfois difficile, et en même temps ça permet d'aller plus loin dans la recherche. Pour rebondir sur ce que tu dis, il est certain qu'on est affilié de fait par un positionnement singulier dans l'industrie cinématographique. Et par exemple, pour revenir un petit peu, comme tu l'as fait en préambule, sur l'existence et l'enjeu de l'ACID, parce qu'on est très souvent confronté pour le cinéma indépendant le plus pauvre. Je parle juste en termes d'exposition sur le marché et de moyens de financement. On travaille dans un secteur où on évoque des films fragiles. On évoque des films fragiles. C'est le terme le plus usité en ce moment. Alors que moi, je suis arrivée à l'ACID et j'ai rencontré là-bas moult réalisateurs avec des esthétiques, des philosophies, des approches du métier et de l'idée de représentation complètement différentes. Mais ce qui nous tient en commun, c'est... Au-delà de la fragilité, je pense que pouvoir faire des films dans des dispositifs relativement contraints a permis la rencontre avec des réalisateurs qui sont au contraire dans un positionnement très fort. Je ne parle pas de l'objet des films, je ne dis pas, mais de cette forme de résistance qui est de, non pas ne pas vouloir exister à l'intérieur de l'industrie, mais de garder sa liberté de langage, de garder sa liberté formelle, ou juste se donner les moyens d'éprouver les possibilités de découvrir cette liberté formelle, n'a rien à voir avec la fragilité, parce que ça demande au contraire un positionnement fort en tant qu'individu, en tant que cinéaste, et après comme personne. Donc ça, j'aime bien le dire, parce que moi, je suis épuisée d'entendre les films fragiles. Les films fragiles, c'est pour moi des films paresseux,
à 3 millions, ce qu'on appelle les films du milieu, des films d'auteur à 3 millions, donc c'est-à-dire relativement bien financés, qui répètent des schémas préétablis. C'est ça, des films fragiles. C'est des films un peu faits avec le cœur, parfois faits avec très bonne volonté, mais un peu paresseux. Et effectivement, moi, dans mon parcours relativement court, mais ça fait 20 ans que je suis cinéaste et metteur en scène, en passant par 15 ans de courts-métrages et d'essais théâtraux. Donc il est vrai que moi je défends absolument le point de vue de l'artificialité dans mon esthétique. Et l'approche documentaire, je l'ai découvert vraiment avec mes longs métrages, mais c'était vraiment une manière, c'est-à-dire les courts-métrages, j'en ai fait 7. Mes courts-métrages, c'était des films de studio, donc intégralement dessinés, des décors aux costumes, où l'apparat artificiel était absolument assumé en tant que tel. Et à un moment donné, alors que je n'ai pas la capacité de regard qu'ont les documentaristes, notamment Régis, je me suis dit c'est impossible de marcher à côté du monde. Mais en même temps, je ne peux pas y aller. Et on en reparlera peut-être plus tard, mais c'est pour revenir sur le travail de Régis, notamment. Et j'admire beaucoup dans son approche documentaire cette question, justement, de se positionner à un endroit de regard avec un courage, un ensemble de choix et une frontalité dont moi je suis incapable. Alors ça ne veut pas dire que c'est un manque de courage, c'est une question réellement d'approche de c'est quoi le réel, comment on le retranscrit et de quelle manière on le regarde. Et moi j'ai beaucoup de mal avec le réel. J'aime bien, je rigole parce que c'est un jeu de mots assez pourri, mais au moins ça détend tout le monde de dire je réalise pour me déréaliser. Voilà, c'est-à-dire moi je fais du cinéma et du théâtre parce que j'ai envie de continuer à jouer à ma maison de poupée dans ma chambre d'enfant, même si c'est avec des propos d'adultes. Donc il y a quelque chose là-dedans qui nécessite une certaine enceinte de protection pour ne pas laisser trop la porosité des courants. Alors là, esthétique, par exemple, de mode ou une petite chape, en fait, pour protéger la chose qu'on fabrique. Et en même temps, et ce n'est pas à l'opposé, ce n'est pas aux antipodes, c'est ça qui est assez paradoxal. Je trouve dans la frontalité documentaire, la frontalité du regard documentaire, l'acuité à accepter, accueillir avec beaucoup de générosité le principe de réalité et d'en rendre compte. Évidemment, j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est quelque chose qui pour moi est impossible à faire. C'est-à-dire que je serais presque dans une démarche inverse. Voilà. Moi, je suis plus dans une démarche de relecture des choses. Et je pense que le travail de Régis, il est de donner à voir quelque chose qui est de l'ordre de l'accouchement sensible et bien plus frontal. Et évidemment, on a toujours une fascination pour les choses qu'on ne parviendra pas à faire. Et moi, je ne pense pas être capable de faire ça. Mais pourtant tu t'y confrontes aussi au réel, dans le sens où ce sont des images. Alors c'est pas le même travail effectivement que Régis, mais où tu vas prendre des images, tu vas voler, même tu voles des images. Alors peut-être que du coup tu poses pas le regard, mais par contre tu vas t'y confronter. Par exemple dans Isola, dans le centre de rétention, où donc là tu vas même en bravant les autorisations, les clauses pour pouvoir pénétrer dans ces lieux-là. Donc tu vas t'y confronter aussi. Mais alors du coup comment ça se passe? Comment toi c'est quoi? C'est juste instinctif? Tu vas avec caméra et tu filmes, tu prends du son et puis ensuite tu vas retravailler ce matériau après. Alors
que peut-être toi, Régis, tu vas y réfléchir avant. Je veux dire, c'est presque comme s'il y avait, c'est presque comme si l'écriture, il y avait quelque part une écriture avant de tourner dans ton travail, toi, de documentaire, et toi, à partir d'images réelles, une écriture du coup fictionnée, mais après, sur des images du réel. Moi, je veux bien répondre parce que pour moi, c'est vraiment une question de cinéma, c'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire que le réel, il est au premier plan. Et dans Isola, par exemple, ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment une question de profondeur de champ. C'est-à-dire que le réel, il est accueilli dans le cinéma de Fabiani dans la profondeur de champ. C'est-à-dire qu'il offre un cadre à la fiction, et la fiction est au premier plan, mais elle n'exclut pas justement de voir différemment le réel dans sa proposition justement d'élargir le champ et de faire en sorte que ce qui se joue de façon documentaire, c'est vraiment dans cette question de profondeur de champ. C'est-à-dire que dans cette histoire qui se déploie devant nous, il y a le hors-champ qui est très présent dans le cinéma de Fabiani, et il y a cette profondeur de champ qui permet de voir ces gens qui sont accueillis, cette réalité qui est très forte et qu'elle documente. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas... je crois que c'est la modestie de Fabiani qui dit qu'elle n'arrive pas à affronter ça, mais en même temps, elle l'affronte de façon cinématographique. C'est-à-dire qu'elle propose du cinéma sur la possibilité à un moment de pouvoir le voir, ou moi je l'aurais fait sans doute différemment, mais en même temps, ce qui se joue, c'est assez similaire. Et effectivement, moi, du coup, ce réel-là, je le mets au premier plan, et peut-être que se construit un peu hors champ un enjeu de dramaturgie, parce que moi, par exemple, dans Être là, il y a une dramaturgie, quelque part il y a de la fiction, parce que ce n'est que l'histoire que moi j'ai envie de raconter, c'est-à-dire que c'est pas du tout la réalité du service, c'est comme ce qui se passe dans Nous Princesses de Clèves, c'est pas du tout la réalité du lycée, c'est la réalité telle que moi j'ai envie de la raconter. Donc moi dans mon cinéma il y a vraiment un enjeu c'est pas un enjeu de vérité, c'est un enjeu d'authenticité de mon regard, c'est-à-dire que c'est comme ça que moi j'ai envie de vous faire pénétrer dans ce lieu. Et je crois que Fabiani, c'est la même chose. C'est comme ça qu'elle a envie de montrer cette situation-là. Et je crois que c'est vraiment une question de profondeur de champ et de rapport au plan. Donc pour moi, on est finalement pas très loin. Je pense qu'il y a vraiment une histoire aussi de distanciation. C'est-à-dire que dans l'approche documentaire, et ça contient aussi des éléments déontologiques, c'est comment on va filmer l'autre. Tu vois, tu parlais d'images volées. Je sais, toi, Régis, que dans tes 2 longs métrages, tu as vraiment travaillé en approche. Il y a vraiment une phase, alors sans être d'apprivoisement de l'autre, de regard, et aussi d'apprendre à les voir, de créer cette espèce d'intimité. Et dans la partie documentaire, dans l'approche de mes films, moi je développe quelque chose qui est absolument contraire, parce que sinon je ne peux pas m'y confronter. C'est-à-dire, par exemple, je prends l'écrin d'une comédienne qui joue son rôle et qui va interagir avec des personnes, notamment dans leur rôle, et j'ai besoin de ne pas voir les choses avant. Que ce soit pour New Territories ou pour Isola, il y a certaines choses que je ne voulais pas repérer. Je ne voulais pas me donner à voir l'expérience émotionnelle avant. Au contraire, il y a quelque chose de l'ordre un petit peu du hold-up, et qui a à voir, pour moi, en termes cinématographiques, avec une question de distance. Moi, ce que je sens beaucoup dans Nous, Princesses de Clèves, et dans Être là, c'est effectivement une empathie, cette générosité, l'amour de la caméra, ou le retrait, mais en tout cas cette présence-là. Moi, pour travailler le réel, j'ai besoin d'être absolument illégitime. Et je sais que ma présence à ce moment-là l'est, mais là-dedans, je puise l'énergie d'aller produire ces images. Par rapport à Isola, où durant le tournage, on a été effectivement confronté à des images
violentes, très, très violentes, qui nous ont hantés des mois après le tournage, qui ne sont pas nécessairement dans le film, parce qu'évidemment, il y a dans la perception du réel, il y a le réel, il y a la violence du réel, et il y a effectivement quelque chose qui s'appelle la rampe et la retranscription dans un langage cinématographique qui fait que parfois des éléments moindres vont percuter beaucoup plus fort. Et moi, je suis incapable d'avoir cette... j'ai décidé que je ne voulais pas avoir cette approche, ce qui m'a valu parfois des remontrances un peu de l'ordre déontologique de la part de documentaristes. Après, mon seul argument était de dire que j'étais portée par ma foi politique et la légitimité des images qui devaient être montrées, et que je l'ai toujours fait avec respect vis-à-vis des personnes. Mais donc, j'ai développé une technique contraire. Après, évidemment, cela a à voir avec les conditions de tournage pour New Territories. Il s'agissait de travailler sur un fait divers particulièrement sanglant et dramatique qui a été totalement censuré par le gouvernement chinois. Et c'est un hasard absolu que des choses ont fuité à Hong Kong. J'étais à Hong Kong à ce moment-là et je dis il faut faire un film sur ce sujet. Mais tu peux peut-être pour le public rappeler le fait divers, le point de départ finalement. Oui, le point de départ de New Territories, je pense que comme beaucoup d'auteurs et de réalisateurs, je suis quelqu'un de très attaché. J'adore les faits divers, c'est quand même une espèce de miroir, non pas de l'humanité, mais c'est un vivier de symptômes sociétaux très très forts. Et effectivement, j'ai passé beaucoup de temps en Asie, et un jour je découvre un fait divers, mais donc extrêmement succinct, parce qu'il n'y a pas la même censure à Hong Kong, mais il y a quand même une forme de censure, extrêmement succinct, quelques lignes, une demi-colonne, qui dit en substance que à 300 km de Hong Kong, de l'autre côté de la frontière, depuis 3 ans, des centaines de personnes étaient portées disparues. Des femmes, des vieux principalement, et des handicapés. Donc, dans la société chinoise contemporaine, on va dire les éléments secondaires de valeur de la société, et qu'il s'avérait que 3 ans après, le mystère avait été enfin résolu par la police, et que ces centaines de personnes, le nombre n'est pas exact, avaient été en fait assassinées pour que leur corps soit vendu comme corps de substitution à l'incinération devenue obligatoire en Chine. Donc je découvre effectivement que, par exemple, l'incinération est devenue obligatoire en Chine. Dans un second temps, je me demande, mais pourquoi l'intégrité du corps lors de l'inhumation est si importante dans, non pas la religion chinoise, parce que là, il n'y a pas de religion en Chine, c'est un melting pot de plein d'influences faites de bouddhisme, de taoïsme et de confucianisme. Donc une religion assez païenne et très mouvante selon les régions, mais j'ai appris qu'en Chine, pour qu'une âme trouve le repos, en sachant que la manière dont on a de prendre soin de nos morts en Asie, et ça de forme plus générale, conditionne la manière même d'être en vie des vivants. Donc c'est vraiment une question de survie bien au-delà du respect vis-à-vis des ancêtres, et que ce drame était tellement poignant, en sachant que l'incinération a été imposée par la révolution culturelle. Elle a fait partie de la grande entreprise de destruction des traditions et des religions, et d'empêcher les rites d'inhumation qui étaient relativement longs et donc contre-productifs dans une société qui essayait de s'ériger dans une rentabilité économique. À plusieurs raisons, ce n'était plus possible. Mais donc, voilà, je tombe sur ce fait divers, j'enquête dessus pour comprendre. Et là, je me tombe sur un mur, évidemment, de tabous de la part des gens,
et aussi de censure totale. Et je me dis, il faut absolument faire un film. Mais parce qu'aussi, en partant de ce fait divers, évidemment, le film se passe entre Hong Kong et la Chine continentale, entre deux régimes. Alors évidemment, tout ça est une... On sait très bien qu'on est en Chine dans un communisme de marché depuis fort longtemps, hein, on n'est pas leurré, mais symboliquement, Hong Kong est une espèce d'Eldorado capitaliste et la Chine continentale est un bastion communiste très fort. Et de ce fait divers, je me dis, ben voilà, on est exactement dans des symptômes sociétaux, c'est-à-dire l'aspect horrifique de ce fait divers, assassiner des gens pour vendre leurs cadavres, pour les substituer à l'incinération obligatoire, donc ce qui veut dire que, en fait, les familles achetaient un corps, en sachant très bien que le corps n'était pas un corps qui arrivait de nulle part. On organisait une fausse cérémonie au funérarium, et puis le soir, on enterrait papy et mamie dans la forêt en cachette, quoi. Donc... Et évidemment, tout ça nous semble extrêmement lointain, les rites chinois, etc. Et pour moi, c'était une allégorie du monde en marche, de l'économie de marché complètement décomplexée, et évidemment la mise en regard de valeurs ancestrales et leur renouvellement par l'usine moderne. Et à la fois, le film, ce sujet qui est du coup un sujet politique, ou qui pourrait être sujet éventuellement d'un documentaire, d'un reportage, en tout cas, d'un grand reportage, tu en fais... tu parlais du politique tout à l'heure, mais tu en fais du poétique. Il me semble, le film, moi j'étais frappé vraiment par ce côté poétique, c'est-à-dire vraiment du fait divers qui parle du politique, c'est-à-dire du monde tel qu'il est ou tel qu'il marche, et finalement tu le dévies pour nous amener dans un autre territoire. Oui, parce que le territoire premier, c'est le cinéma. Et le cinéma ou le spectacle qui est donné à voir. Donc pour moi, un film, c'est pas une histoire qui doit être racontée, c'est du cinéma. Et pour moi, le cinéma, c'est avant tout une expérience sensorielle. C'est pour moi, avoir un projet de cinéma, c'est une expérience, mon idéal, hein, c'est une expérience immersive, éminemment subjective, où le sensoriel gagne sur les codes de nos dramaturgies occidentales, et je dis bien occidentales, voilà. Donc ça a à voir de la dictature du personnage, par exemple, qui est quelque chose qui m'emmerde profondément, pardon, voilà, ouais, je l'ai dit, hein, comme ça détend. Voilà, on peut dire, dans la manière d'élaborer la fiction, non pas la présence des personnages, mais la dictature sur la fiction, sur la narration. Et donc, voilà, New Territories, effectivement, d'un point de vue politique, le film avait aussi concrètement, pour ce faire, énormément d'empêchements. Et comme c'est le cœur du sujet, c'est la disparition, voilà, c'est le projet de cinéma qui a été construit autour de ce film, ça a été de désosser la fiction de ces éléments, on va dire, pour le moins habituels, c'est-à-dire l'identification aux personnages donnés à l'écran. Il y a une identification, il y a un classicisme dans la structure du film qui est construit en voix off, mais finalement, l'image classique à laquelle on est censé s'identifier de par le langage auquel on est habitué en fiction, eh ben, c'est pas celui-ci. Et après, d'une manière un peu plus asiatique, le plein se fait par le vide des images, parce que le film, il travaille cette question de c'est quoi disparaître, c'est quoi ce type spécifique d'absence, c'est quoi le deuil quand quelqu'un est porté disparu. C'est une dissolution, c'est de l'ordre de la dissolution. Et donc, voilà, moi je suis après, l'enjeu le plus fort en tant que cinéaste, et en tant que cinéaste qui a des choses à dire aussi sur le monde, et je me suis éduquée à dire tu ne peux pas faire du cinéma d'autiste, et tu dois donner, c'est ton devoir politique de pouvoir rendre compte à ta manière d'un état
d'un état du monde, même si, et de surcroît de manière éminemment subjective dans un discours qui est de plus en plus monolithique, dans une monoreprésentation, qu'elle soit médiatique et parfois aussi artistique dans notre propre milieu. Donc tout ça participe d'une position pas facile à tenir, qui est inconfortable, mais qui est la seule avec laquelle je suis capable de me confronter au monde et aussi à l'industrie du cinéma, avec les difficultés, inhérentes, mais en suivant, en ayant la croyance dans la possibilité d'un regard dévié sur... Est-ce que, pardon, parce que là c'est en t'écoutant en même temps je repensais du coup à New Territories. Est-ce qu'on pourrait parler de Jean-Daniel Paulet par exemple, je sais pas, je me dis parce que du coup dans son approche, dans son côté frondeur, qui est vraiment son côté franc-tireur, dans ses formes, pouvant travailler à la fois des formats courts, des formats longs, une approche plus documentaire, une approche complètement fictive, et toujours avec cette poésie, et d'aller chercher finalement la question politique par la poésie. Est-ce qu'il peut y avoir du Paulet presque dans ton cinéma, ou même entre vos deux cinémas? J'y pense là parce qu'en repensant à New Territories, dans mon souvenir, il y a des plans qui reviennent. C'est-à-dire il y a un côté cyclique, il y a un côté boucle, et donc il y a on va dire une première vague qu'on prend. Et puis ensuite, il va y avoir une deuxième vague, et on se dit, tiens, c'est pas tout à fait ce que j'avais cru comprendre au départ. Et ensuite, donc c'est comme s'il y avait différentes strates de lecture avec des plans qu'on retrouve à des moments différents et qui n'ont plus tout à fait le même sens. Et du coup, je pense à Méditerranée de Paulet, où justement on retrouve pareil, ces mêmes plans, et en fonction, le commentaire fait que, ou les images telles qu'elles vont être remontées, elles ne disent plus tout à fait la même chose. Alors moi, je connais pas. Enfin, je connais deux noms, mais ça m'arrive assez souvent. Tu connais, toi, Régis, mais je pense que je suis la réalisatrice avec la plus mauvaise culture cinématographique, donc je fais des impasses énormes. Je connais deux noms, mais je n'ai vu aucun de ces films. Mais je veux bien te croire. Mais tu connais tout. Non, mais parce qu'après, je crois qu'il fait justement partie, et c'est en ça que ça se rapproche de ton... de ce que tu viens de dire, c'est la question de la narration, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout confronté à une narration classique, documentaire, où la parole vient de façon complètement singulière infuser le récit du film. Et c'est un cinéma aussi c'est effectivement une expérience sensorielle, quoi. Ça fait partie des cinéastes qui construisent un rapport sensoriel au lieu, un rapport sensoriel à l'espace du film, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une façon de montrer le monde qui n'appartient qu'à lui, c'est-à-dire, et qui en même temps offre la possibilité au spectateur de trouver sa place, et dans la question du récit, c'est comme ça aussi que se construit la fiction dont tu parles, c'est-à-dire déjouer l'enjeu psychologique des personnages, essayer de se situer à un autre niveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en parlait ce matin, on est vraiment dans le dogme de la psychologie des personnages, hein. C'est-à-dire que pour financer des films dans le marché, il faut être attentif à la dimension psychologique, et le cinéma de Fabiani il se place ailleurs, hein. Donc il y a évidemment des... et c'est pour ça que je trouve que c'est vrai que dans l'approche de fiction que tu développes, il y a une dimension documentaire et une dimension au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas parce que le documentaire, c'est important encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est pas l'enjeu de vérité, c'est comment proposer un récit à partir d'éléments du réel. Pour moi, c'est vraiment ça la définition du cinéma documentaire. C'est pas du tout livrer une vérité, c'est faire un récit cinématographique avec les outils du cinéma, mais à partir d'éléments du réel qui sont orchestrés par le cinéaste. Et du coup, après, est-ce que ça ressemble au réel ou pas évidemment, on approche plus que certaines fictions, mais en même temps, ça n'est jamais le réel, quoi. Jean-Daniel Paulet, je vais écrire. Encore un nom sur la liste. Je vais arrêter de faire des films parce qu'avec tous les retards...
qu'on peut, je sais pas, peut-être que tu voulais rajouter autre chose, mais sinon, est-ce qu'on peut éventuellement revenir sur, parce que vous l'avez abordé tous les deux, la question économique, donc que ce soit la question de l'économie du cinéma et donc de la difficulté peut-être de placer des projets qui sortent un petit peu des normes et du coup, c'est-à-dire après en termes de production et réalisation, comment ça se traduit donc au travail directement est-ce que c'est fait quelque part, c'est à la fois un empêchement et à la fois, paradoxalement, un atout de liberté. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, peut-être tous les deux dans des... Par rapport à la fiction, peut-être c'est un peu différent en documentaire. Je pense qu'il faut faire vraiment le choix en amont, parce que sinon, c'est-à-dire que si on imagine une histoire et que la réalisation de cette histoire, elle coûte, on va dire, un budget, normal bas de cinéma de fiction français, c'est-à-dire entre 600 000 et 1,2 million, par exemple. C'est le prix d'un film indépendant financé en France, en moyenne, de films de fiction. Si on part avec cet enjeu-là et que cet enjeu-là financier n'est pas atteint, on rentre dans un processus de deuil qui, pour moi, est tellement nuisible à l'œuvre qu'il vaut mieux arrêter. Donc, en revanche, on peut faire des choix. Moi, je sais que pour New Territories, qui est mon premier long métrage, alors que j'ai fait beaucoup de courts métrages avant qui, eux, ont été totalement et très très bien financés, on peut dire. J'ai fait des courts métrages à gros budget, en plus des films de décor, des films de studio, c'est immédiatement lourd. Mais en même temps, par exemple, pour New Territories, je savais qu'un film chinois en mandarin, tourné en Chine, de cette manière-là, j'ai su très vite qu'il fallait non pas adapter le projet artistique à l'économie, mais qu'il y avait quelque chose et qui avait à voir aussi avec la critique politique sur l'économie de marché que porte le film, qui devait se raccorder complètement avec le film. Donc on est entré, je pense aussi que comme beaucoup de réalisateurs qui passent du court au long métrage, j'ai perdu concrètement 5 ans de ma vie à développer un film qui ne s'est jamais fait et que je ne ferai plus jamais parce que j'en suis absolument dégoûtée. Après, c'est un parcours assez normal d'écriture, de développement avec un producteur. On a des financements, donc on y croit, on continue. Et les financements ne se bouclent pas, le film est infaisable. Et au passage, on écrit 80 fois un scénario pour arriver à cette espèce de consensus mou qui va créer une espèce de sésame dans les commissions sélectives. Et au vu de cet échec, qui a été vraiment comme une espèce d'avortement à 5 ans, pour moi et mes producteurs aussi, ça a été très dur, et je pense que tous cinéastes, on a traversé ça. Je me suis dit, je ne peux pas accepter. On parlait lors de la présentation de l'année dernière à Marienbad de cette question du rapport au temps. Et le cinéma, c'est vraiment dans le cœur du temps des objets cinématographiques, mais dans le temps de financement des œuvres, en tout cas pour le cinéma indépendant, pour moi, c'est un temps qui n'est pas à échelle humaine. Et donc, il faut trouver le temps exact de la création artistique, c'est-à-dire du geste artistique. Et dans les difficultés de financer des films qui ne vont pas être très porteurs par leur sujet, peut-être parce que le réalisateur décide aussi d'exposer des acteurs inconnus. Donc, vous n'allez pas venir en salle parce qu'il y aura le nom d'un tel et d'un tel. Parce que c'est aussi notre vocation de metteur en scène de porter aussi les regards neufs, des visages neufs. Et moi, à titre personnel, un peu comme une amoureuse jalouse, j'aime pas trop travailler avec le visage usé par des autres. J'ai l'impression de convoquer dans mon univers telle actrice très connue qui serait assimilée à tel autre travail. Cela n'a rien à voir avec son talent. C'est vraiment une espèce de protectionnisme comme ça, un peu pour maintenir l'intégrité. Donc, on fait des choix.
On fait des choix, ces choix ne se font pas seuls, c'est-à-dire qu'on va faire un film à petit budget, donc ça implique des sacrifices, mais là où c'est intéressant, c'est quand les sacrifices qu'on fait ont à voir avec une expérience de liberté. Et New Territories, pour moi, ça a été absolument ça. On est parti avec un appareil photo, parce qu'évidemment, on est rentré en Chine avec un visa de tourisme. Il fallait qu'on ressemble avec Tommasio Fiorilli, le chef opérateur, qui est plutôt habitué aux très grosses équipes, aux gros tournages internationaux. Il était tout seul. Je prenais le son et les acteurs, et on a fait le film comme ça. Et moi, sortant de films de studio avec des équipes de 25 personnes, des pré-lights de 4 heures pour faire un axe et puis l'autre, et à raison en 35 mm de surcroît, de 6 ou 7 plans par jour, j'avais besoin de retrouver un souffle. Alors un souffle qui, comme tout souffle, peut être asthmatique, un peu malade, un peu maladroit, mais de retrouver dans cette pratique mortifère qu'est le cinéma, et je dis ça avec beaucoup d'amour, mais venant du spectacle vivant, pour moi, j'ai fait le choix de fixer définitivement quelque chose par la construction qui est infime par rapport à la performance, au théâtre. Et donc, c'est une chose qui est très prégnante dans mon choix j'ai tout fait pour être metteur en scène de théâtre, même si je le fais encore un peu, mais pourtant, c'est le cinéma. C'est cette forme fixe, au sens de Barthes, quoi, cette image... la morbidité de l'image et de cette chose définitive qui est donnée, et cette chose-là, elle change complètement. Donc du coup, du fait qu'il n'y ait pas, par rapport au spectacle vivant, l'expérience quotidienne d'une expérience renouvelée, toujours identique, mais absolument différente à chaque fois, il faut que dans le processus de création, il faut trouver sa liberté. Et cette liberté, elle passe et le vœu de pauvreté sur New Territories, parce que je parle vraiment d'un vœu de pauvreté, même au point de vue technique, un petit appareil photo, de passer du 35 et de camions de 25 mètres cubes de lumière à un petit appareil photo, c'est aussi un acte... pour moi, c'était un acte de libération, et aussi de sortir d'un certain confort, en fait, dans lequel on peut de se mettre en danger, et du coup d'avoir de l'adrénaline et de prendre aussi du plaisir au moment créatif. Ce qui n'est pas toujours le cas sur des plateaux un peu plus lourds. On a l'impression, comme il faut gérer des très grosses équipes, de mettre en branle un programme, parce que l'inertie d'une équipe de 25 personnes, d'acteurs, de contingence, de décors, de logistique, de cantine, de machin, fait que on peut être dans quelque chose qui est un peu statique. Et le passage au numérique, on est de surcroît dans une cinémathèque, même si elle a fait pleurer beaucoup de gens, etc., c'est quand même un énorme outil de démocratisation. Vous allez à la FNAC, vous achetez c'est pas ça qui fait un cinéaste, mais que cette possibilité... Non, mais quand on n'est pas... moi, j'y tiens beaucoup. J'aime beaucoup cette possibilité de démocratisation des outils de fabrication, et donc aussi de baisse de budget. J'ai été très longue là, non ? Comment tu te situes, toi, du coup, Régis Non, mais parce que je pense que c'est important de dire que nous, on connaît les règles de financement du cinéma, c'est-à-dire qu'on sait très bien comment se construit un film qui va pouvoir aboutir à un budget plus conséquent. Et Fabiani a presque tout dit, c'est-à-dire que quand on décide d'être en dehors de ce système-là, on sait le coût humain qui est un choix. Donc on le fait aussi dans cette dimension-là, parce qu'écrire du cinéma documentaire indépendant, parce qu'il y a aussi Demain, il y a aussi du cinéma mainstream documentaire. Moi, je me situe pas à cet endroit-là. Et encore une fois, on connaît les règles. À l'Acide, moi je tiens à le rappeler, on est aussi une association il y a un enjeu politique aussi de rapport à l'institution, où effectivement on essaye aussi de faire en sorte que l'institution puisse accueillir la diversité, à la fois dans l'exploitation, mais aussi dans le soutien à la création, depuis l'écriture des films jusqu'à leur mise en production. Et c'est ça aussi la force de l'Acide, c'est de décider d'essayer encore de croire qu'on peut accueillir
cette diversité. C'est vrai que c'est compliqué parce que elle est très peu exposée, elle est très peu soutenue, et en même temps, quand on fait ce choix-là, on en connaît les conséquences sur la possibilité de travailler dans un rapport de confort qui n'est pas le nôtre. Donc, mais cet inconfort, c'est vrai qu'il est aussi porteur d'une certaine forme de liberté. Donc voilà. Après, peut-être qu'il y a des questions et je vais vous faire passer un micro. Avant cela, j'ai une autre question du coup, pour Fabiani. C'est par rapport à la carte blanche. Du coup, voilà, est-ce que tu peux peut-être nous dire pourquoi donc l'année dernière à Marienbad qu'on a passé hier soir, pourquoi Darkwater qu'on passera tout à l'heure après New Territories. Même si, de mon point de vue, moi j'ai trouvé ça, quand tu nous as fait la proposition de ces films-là, je trouvais ça tout à fait logique, et je voyais vraiment, c'est pas tant un pont, mais finalement que tes films ont vraiment un trait d'union entre ce côté Alain Resnais, donc plutôt estampillé, auteur, qui est bien installé dans l'histoire du cinéma, et Darkwater, Nakata, où là on est plutôt dans le cinéma de genre. Et je trouve qu'il y a vraiment, tu es à la croisée des deux. Et j'ai trouvé ce choix absolument justifié et très très riche. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Mais je pense que Nakata, ou de manière plus globale, on va dire le cinéma de genre, le cinéma de fantôme asiatique, parce que j'adore aussi et surtout par exemple Kim Ki-duk et Resnais de l'autre côté, parce que j'aurais pu aussi choisir Hiroshima mon amour. Pour moi, c'est deux films indissociables vraiment, c'est mes deux films préférés au monde. C'est ces deux films de Resnais enchaînés l'un après l'autre, et peut-être parce que ça a à voir avec le fait que je vienne du théâtre, donc le fait d'adorer, d'assumer la facticité des choses, d'assumer la sophistication d'un langage absolument littéraire. Et bon, là, en l'occurrence, Duras et Rob Grillet, pas des moindres, quoi. De construire effectivement, malgré la sophistication d'une structure dramatique, que ce soit Hiroshima mon amour ou l'année dernière à Marienbad, même si elle est accidentée, morcelée, parce que le moteur principal de ces expériences, c'est de rentrer dans des expériences immersives d'un état, et d'un état qui n'est jamais définitif, qui est fluctuant par essence et qui est vraiment déterminé par le regard du spectateur, ce qu'on disait hier, de sensations complètement différentes, que l'on soit triste, gai, amoureux. Et il y a vraiment déjà dans ce que j'admire profondément dans ces deux films de Resnais. C'est vrai que je me permets de les corréler parce que j'ai vraiment hésité, mais je trouve que d'un point de vue de mise en scène, l'année dernière à Marienbad va quelque part plus loin dans le fait de malmener le spectateur et de l'embarquer dans une espèce de manège à la fois morbide et gracieux, et en remettant le film dans son contexte, c'est de faire montre d'une liberté créative, et encore une fois, et là pour le coup aussi complètement désolidariser l'expérience de fiction de la psychologie d'un personnage, puisque Delphine Seyrig est une figure, mais qui s'incarne, mais qui se désincarne. Elle s'incarne dans les creux, elle est une posture, elle est toute une époque de jeu. Il y a aussi Pitoef, voilà, on connaît, c'est aussi toute une période de courant au niveau du théâtre. Et la liberté de langage, et de dire l'œuvre qui va être montrée raconte non nécessairement quelque chose, mais quelque chose qui, toi, spectateur, tu recevras de manière toujours différente. Et en même temps, on est dans une pure expérience de la sensation. On est aussi dans un terrain de limbe. Et mon travail est
flirte toujours entre on ne sait jamais trop si les personnages sont en vie ou sont morts. Et donc il y a vraiment dans l'année dernière à Marienbad notamment pour moi l'année dernière à Marienbad, on est dans un purgatoire, on est dans des limbes, on est entre vie et mort, entre le purgatoire et le paradis, où se rejouent les bribes de choses qui se construisent, la dimension obsessionnelle aussi, la dimension éminemment névrotique, et avec un langage qui est nourri de grâce, avec cette caméra qui flotte. Et je retrouve également dans l'imagerie du cinéma de genre, plutôt asiatique, mais on peut le citer. Moi, j'adore les films de genre, j'adore les films de science-fiction. Il y a quelque chose que j'adore dans l'imagerie du cinéma de genre, c'est la décomplexion avec laquelle on traduit formellement, des fois par des outils absolument grossiers, des états mentaux. Et notamment Darkwater. Alors là, j'ai l'impression de faire un truc hyper schématique, alors que pour moi, c'est vraiment un film d'une profondeur abyssale. Peut-être le point commun entre ces deux films, c'est que c'est des films de strates, et c'est des films de boucles, où en fait, on traverse des couches de lecture, et il y a le voyage du film, et il y a vraiment... on nous laisse, nous... spectateurs, des êtres autonomes, doués de sentiments et d'imaginaire pour traverser ces œuvres et décider quelle grille de lecture on va donner avec. Et Darkwater, notamment, ce qui me fascine, un peu comme pour moi le film symbolisant le cinéma de genre asiatique, c'est comment le décor... Et c'est vrai que j'ai une formation aussi de plasticienne. J'ai fait mes premiers tournages comme décoratrice. J'ai fait beaucoup de décors de films parce que ça m'emmerdait d'être assistante réalisatrice, faire le flic de plateau. Enfin, je préférais être un poste créatif. Et du coup, je suis très sensible au décor. Et ce qui est passionnant, c'est comment l'usage de la scénographie, notamment dans Darkwater, dans des éléments scénographiques, se substitue complètement aux artifices de la construction psychologique qu'on retrouve plus dans le cinéma occidental. Et du coup, on rentre dans un langage qui est plasticien, qui ne passe plus par les mots. Et encore une fois, c'est la sensation qui est maîtresse. Et là, on assiste avec une maîtrise incroyable à la construction de névrose, mais vraiment comme un artichaut qu'on épluche. Et on est comme dans un chemin psychanalytique sans fin. Et le film, évidemment, Darkwater, est animé par on va dire un climat presque utérin, parce que c'est un film fait par un homme, mais c'est un film qui est absolument dans le féminin, mais au sens presque... Le film se passe dans un liquide amniotique du début à la fin, explore le rapport mère-fille, l'abandon, et on épluche le film vraiment comme l'artichaut d'une psychanalyse, mais sans qu'aucune... clé, définitive, pontifiante. Il y a une certaine simplicité aussi à utiliser les artifices qui peuvent nous... parce que beaucoup usité aujourd'hui du fantastique pour nous parler de choses de profondeur incroyable. Et il y a dans cette simplicité, pour moi, quelque chose qui est de l'ordre de l'abstraction, comme dans les arts plastiques, où on arrive à styliser une idée, par exemple une névrose, une histoire. On arrive à la synthétiser et à la formaliser de la manière allégorique la plus simple qui soit. Et dans ce qui, pour certains, peut paraître boursouflé de symbolique, et ben moi, j'y trouve la beauté d'une allégorie presque première. Voilà. Et voilà. Évidemment, j'oublie plein de choses parce que c'est des films que j'adore, mais c'est là ce qui me vient là à propos de ces deux films. C'est très bien déjà. Est-ce qu'il y a des questions ? On peut parler Non, on rigolait, on peut... Oui, bonjour. Donc Yvon, je voulais vous poser deux questions en fait.
Je connais pas du tout votre œuvre, hein. Je n'ai jamais vu aucun de vos films, je pense pas. J'aime beaucoup le documentaire cependant. Et tout à l'heure, vous disiez, monsieur Soder, que le documentaire, en fait, c'était souvent le réalisateur qui avait un angle en fait sur le documentaire. C'était du domaine du sensoriel, etc. Mais je voulais savoir si vous faisiez appel aux archives aussi, par exemple, parce que souvent, quand je vois des documentaires, par exemple, je vais prendre sur la guerre 45, hein, c'est un exemple, il y a des archives, il y a évidemment un angle du réalisateur, mais enfin, les archives quand même dictent en quelque sorte le documentaire. Alors, c'est très compliqué parce que la place de l'archive dans le documentaire, ça implique déjà une espèce de mise en abîme d'un regard, parce qu'une archive, c'est un point de vue, c'est un regard c'est un choix de cadre, c'est un regard sur un fait, et faire un film avec des archives, c'est doubler le regard de la personne qui a fait cette image. C'est-à-dire, on ne peut pas voir une archive comme une vérité. Une archive, c'est une représentation. Donc un film qui est constitué d'images d'archives, c'est une mosaïque de représentation. Oui, mais ça fait partie du réel quand même. C'est si vous voulez, moi je pars du principe que le cinéma documentaire, c'est de la subjectivité. Donc le réel, le réel d'un plateau de fiction, c'est aussi du réel. C'est-à-dire que qu'est-ce qui différencie ce que moi je décide de vous montrer dans un film, dans un cinéma documentaire, de ce qui se passe sur le plateau. C'est-à-dire qu'il y a on part de la même matière. Moi, je crois que cette dichotomie entre fiction et documentaire, elle est plus complexe que ce qui n'y paraît. Par exemple, dans Être là, moi j'aime dire ça parce que c'est un film qui s'est tourné à la fois dans un service de psychiatrie, donc à la prison des Baumettes, et il y a une partie du tournage qui est faite en plateau avec une des psychiatres du service qui lit un texte qu'elle a écrit, et c'est une prise de parole, et le film est construit avec cette colonne vertébrale qui est cette femme qui lit ce texte en plan séquence, et des moments où qu'on passe avec l'équipe à l'intérieur du service. Et en fait, la partie du film qui est mise en scène dans le studio, et ben pour moi, c'est ce qui touche, c'est ce qui est le plus réel dans le film. C'est-à-dire que tout le reste n'est qu'un montage. Donc finalement, ce qui ressemble le plus à la réalité, c'est en fait la partie la plus construite. Et ce qui est le plus artificiel au sens cinématographique du terme, c'est-à-dire cette femme qui lit dans un plateau, elle est maquillée, il y a des techniciens autour de nous, bah finalement c'est là où je touche au plus près le documentaire, parce qu'elle décide, elle pose cet acte de lire ce texte-là qu'elle n'avait pas écrit a priori pour rendre public. Donc moi je travaille pas sur l'archive, justement parce que je pense que la mémoire on peut la convoquer sans archive, et là je suis en train de finir un film justement qui a à voir avec l'histoire et qui décide de travailler sans l'archive, mais le travail d'archive dans le cinéma documentaire c'est très sensible, et c'est une question qui est débattue chez les cinéastes, parce que justement elle est complexe, parce qu'elle a à voir avec qui a fait l'image. Et vous savez très bien qu'on peut tout construire avec l'image. Il y a une puissance quand même du rapport au réel qui est mis en jeu. Et du coup, le travail de l'archive, il est complexe, parce que comment a été tournée cette image, comment on décide de la construire, de la monter, quels sons on associe à l'image, comment on réussit à la détourner de son sens. À partir d'une image du réel, on peut arriver à un contresens total. Donc il y a beaucoup de films d'archives aujourd'hui, et notamment à la télévision, où on recolorise des archives, où il y a tout un travail à ce moment-là, on a affaire avec des apprentis sorciers, c'est-à-dire des gens qui détournent complètement l'objet initial et le regard de la personne qui a fait cette image. Donc il y a toujours, quand on voit un film d'archives, il faut toujours être très conscient que ce n'est pas une succession de la réalité passée. C'est une succession d'une construction
de quelqu'un qui décide d'utiliser le regard de quelqu'un d'autre. Donc, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et ma deuxième question, donc, c'était par rapport à la construction, donc la réalisation aussi. Quand vous nous dites, Madame Fabiani, par exemple, que vous réalisez un film à 2 personnes, hein, c'est ça, en gros, c'est ça. Je trouve ça super. Hein, en même temps, ça veut dire qu'on peut tous faire des films, c'est super. Mais enfin, ça doit pas être simple non plus de tourner dans ces conditions-là. Mais ce que je voulais savoir, c'est par rapport au CNC, par rapport au réseau entre guillemets justement de distribution. Est-ce que vous arrivez à trouver quand même un créneau de distribution par rapport à ça, ou c'est juste dans le réseau ACID? Enfin, c'est ACID. Ouais, voilà. Enfin voilà, c'était juste savoir comment, avec de tels moyens, est-ce que votre cinéma est tout de même pris au sérieux par ces institutions-là ou pas, ou je sais pas. Voilà. Ah, ils sont catastrophés. Hein. C'est-à-dire la démocratisation du cinéma pour le peuple, c'est problématique pour les institutions. Donc je rigole un petit peu. Par rapport à la distribution, évidemment, c'est difficile. Et par ailleurs, l'ACID n'est pas un distributeur. L'ACID est un collectif de cinéastes qui tentent de travailler avec les exploitants de salles, de trouver des moyens de mettre en valeur avec des outils promotionnels différents, basés sur des choses de fond et d'échange, de diffuser plus amplement le cinéma indépendant. L'ACID n'est pas un distributeur. Mais non, c'est très difficile. C'est-à-dire que souvent les distributeurs savent qu'ils vont s'endetter. Après, dans un line-up de distributeurs, généralement, ils trouvent un moyen d'équilibrer les risques. Après, évidemment, ça reste une satisfaction à partir du moment où la reconnaissance d'un film ne va pas se faire au nombre des entrées. Ça reste aussi quelque chose de l'ordre de la militance de sortir ces films. Donc non, c'est pas facile. Le système se raidit d'année en année. Parce qu'effectivement, la lutte, et la lutte principale de l'ACID, encore une fois, qui n'est pas distributeur, c'est de lutter pour parvenir à réguler de manière un peu plus égalitaire la représentation des films. Ça ne veut pas dire opposer un cinéma de divertissement, un cinéma cher à un cinéma pauvre. On n'est absolument pas dans cette espèce de dialectique. C'est de trouver une représentation un peu plus égalitaire, parce qu'elle touche, vous parliez du CNC, etc. À partir du moment où on décidera que ces petits films fragiles, comme on dit toujours, n'ont plus de place en salle, et c'est des choses qu'on entend, et qu'on entend très fort. Pourquoi n'allez-vous pas sur les plateformes VOD ? Parce que je fais du cinéma, donc j'ai pas conçu mon film pour un cadre d'autiste sur YouTube, par exemple. Non, mais mais on en est là. C'est-à-dire, on en est là à dire, finalement, le cinéma qui fait pas d'entrée, avez-vous encore votre place en salle ? Donc effectivement, il y a beaucoup de débats entre les réalisateurs, mais moi je suis convaincue, et c'est pour ça que je suis très investie par le projet politique de l'ACID, comme Régis Lay aussi, c'est qu'à partir du moment où nos films n'auront plus d'accès aux salles, nos films n'auront plus d'accès à la production. Parce qu'on est dans des vases communicants, et travailler à l'exposition des films, à être en endroit de distribution, pour moi, c'est le point de militance le plus important, parce que c'est la fin de la chaîne. Et si cette fin de la chaîne est brisée, c'est toute la production qui va s'en trouver changée. C'est-à-dire que nos films deviendront définitivement infinançables, puisqu'il n'y aura pas d'exposition. Donc oui. Excusez-moi, par rapport à ça, justement, je me posais la question parce que, d'accord, il y a des réseaux, mais est-ce que, par exemple, vous me disiez que vous faisiez du théâtre. Quand on monte une pièce de théâtre, on essaie de trouver des endroits où on va la diffuser, etc. On n'a pas spécialement de producteurs, pas spécialement de réseau, etc. Est-ce que le cinéma,
il y a les salles d'arrêt d'essai, j'imagine que ça vous y avez déjà pensé. Mais par contre, il y a aussi peut-être la possibilité de diffuser dans plein de petits villages, plein de villes moyennes, etc., des films dans des salles. Enfin, je sais que c'est laborieux, ça peut être laborieux, mais il y a aussi une possibilité comme ça de peut-être développer des réseaux à développer qui soient parallèles aussi aux autres réseaux qui sont quand même internationaux, quoi. Enfin, je sais pas. Ben déjà, il y a beaucoup on pense beaucoup l'alternative. Il y a déjà des réseaux extraordinaires de cinéma itinérant. Il n'y en a plus beaucoup en France. Mais des gens qui partent avec le projecteur sous le bras et ils vont investir des petits villages, des zones rurales sinistrées où il n'y a pas de cinéma, où les films continuent à être montrés. Alors moi, par rapport à la marginalité, c'est d'ailleurs quelque chose qui fait assez débat au sein de la CID. Moi, je suis absolument contre. Pour moi, le cœur... Je ne suis pas une pratique marginale. Ce n'est pas le nombre d'entrées de mes films je ne vais pas me marginaliser. C'est-à-dire que pour moi, rentrer dans l'esthétique de la marge et de l'alternative, c'est quitter le combat. Moi, j'ai la croyance et j'ai la conviction que, au vu du pourcentage de films produits à réessai en France, je pense qu'on a le droit à une place égalitaire de représentation. Et pour moi, si il est vrai que ce modèle d'alternativité, de se représenter dans l'esthétique de la marge, etc., a pu fonctionner dans les années 80-90, moi je suis beaucoup plus revancharde. Je veux ma place dans le système. Je parle le cinéma indépendant. C'est ma conviction. Hein. Ça fait beaucoup débat à la CID où on se dit au contraire, assumons cette place d'originalité, mais pour moi, c'est pas du tout antinomique. Donc pour moi, que mon film soit présenté en salle avec une billetterie CNC, c'est essentiel pour moi. Sinon, c'est une autre pratique. Et puis, pardon, si je puis me permettre, c'est aussi essentiel pour le cinéma parce que, je veux dire, des films comme les tiens ont leur place dans les salles d'arrêt-essai et doivent avoir leur place et d'être représentés là parce que c'est tout simplement du cinéma et que c'est aujourd'hui plus intéressant qu'au Woody Allen. C'est gentil, mais c'est aussi que tout ça participe. L'un n'empêche pas l'autre, mais comme tu dis, justement, qu'il y ait de la place, peut-être de la place pour tout le monde, davantage, mais c'est pas. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est pas un cinéma marginal. Non, parce que l'industrie, de toute manière, on entend développer dans le milieu de cinéma depuis des années. Donc, en fait, ça va crescendo. Donc, alors aujourd'hui, pour les films, non pas hors circuit, mais les films qui développent une singularité ou qui n'ont pas les outils promotionnels financiers suffisants pour porter leur singularité, on entend dans le milieu, vraiment. Donc, maintenant, il y a les films de salle. Dès qu'on est un peu singulier, on appelle ça, maintenant, ça s'appelle des films de festival. Tu as fait un très beau film de festival, c'est-à-dire comme si l'innovation ou les formes singulières étaient réservées à un public averti. Voilà, donc là, on est vraiment au cœur de la pensée culturelle, bourgeoise, élitiste, où ce qui doit être innovant va être réservé à une élite qui va avoir accès à des festivals, parce que finalement, le commun n'est pas capable de recevoir ces choses-là. Et au bout de tout ça, donc c'est film de festival. Ensuite, s'il y a 2-3 fondus au noir ou 2-3 flashs dans le film, film de galerie, hein. Et pour finir, film sur Internet. Donc moi, je crois, je lutte pour la présence des films en salle. J'ai rien, je regarde aussi des films sur Internet, mais l'expérience, le cinéma, comme le théâtre, c'est des expériences sociales, c'est des forums au sens presque antique et noble où on s'enferme dans une salle, le noir est fait et un rituel va y être donné. Et j'ai un amour de ce rituel qui est pour moi intimement lié à la nature de la pratique. Il est moins le cas. Éventuellement, une dernière question ou sinon je propose qu'on reste sur ces très belles paroles. Je trouve que c'est peut-être très bien pour conclure.
Merci et Merci. à Merci. tout de suite, Merci j'espère. beaucoup Parce à qu'on tous parle les du deux. cinéma, mais il faut voir le cinéma. Oui, puis à tout de suite parce que si vous n'avez pas vu New Territories, vraiment je vous invite vivement à le voir.